Il existe, dans l'histoire de l'humanité, un moment extrêmement particulier. Un moment que presque personne ne regarde vraiment, non pas parce qu'il serait caché sous des ruines, enfoui dans le sable ou dissimulé dans des archives interdites, mais parce qu'il se situe juste après ce que la majorité des récits présentent comme une fin, alors qu'il s'agit peut-être en réalité d'un commencement beaucoup plus inquiétant. On parle souvent de l'arrivée des dieux, de leur descente depuis le ciel, de leurs machines décrites comme des chars de feu, de leurs armes capables de raser des villes entières, de leurs connaissances astronomiques, de leurs manipulations génétiques, de leurs pactes scellés avec certaines lignées humaines, de leurs guerres, de leurs rivalités, de leurs décisions brutales qui auraient façonné le destin de notre espèce, mais on parle beaucoup moins de ce qui s'est produit après leur retrait, après leur silence progressif, après le moment précis où ils cessent d'apparaître physiquement dans les récits pour devenir des souvenirs, des symboles, des noms répétés sans visage. Car ce silence, ce vide laissé derrière eux, est peut-être la chose la plus lourde de sens que nous ayons héritée. Si les Anunnaki ont réellement existé, s'ils ont réellement influencé les premières civilisations, s'ils ont réellement modelé l'humanité d'une manière ou d'une autre, alors leur disparition apparente ne peut pas être interprétée comme une simple absence, mais plutôt comme une transition, un passage, une modification profonde de la manière dont le pouvoir s'exerce sur cette planète. Et c'est là qu'une question devient impossible à éviter, une question simple dans sa forme, mais vertigineuse dans ses implications, une question que peu osent formuler jusqu'au bout. Qui contrôle réellement la Terre aujourd'hui ? Pas qui gouverne officiellement, pas qui apparaît dans les médias, pas qui signe des lois ou prononce des discours, mais qui façonne en profondeur les structures invisibles dans lesquelles nos vies s'inscrivent, qui définit les limites de ce que nous considérons comme normal, possible, raisonnable, acceptable, qui influence notre rapport au temps, au travail, à la peur, au désir, à la mort, sans jamais se montrer ouvertement. Car le véritable pouvoir, celui qui dure, celui qui traverse les siècles, n'est jamais spectaculaire. Il ne descend plus du ciel dans un fracas de lumière. Il ne se proclame pas. Il ne s'impose pas par la force brute. Il agit lentement, silencieusement, presque timidement, jusqu'à ce qu'il devienne indiscernable de la réalité elle-même. Et c'est précisément ce silence après les dieux qui devrait nous troubler le plus. Imagine un instant que les Anunnaki ne se soient pas contentés de disparaître. Imagine qu'ils aient compris quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir, quelque chose que l'humanité met encore des millénaires à saisir, à savoir qu'un contrôle visible finit toujours par être contesté, renversé, rejeté, alors qu'un contrôle invisible, intégré, intériorisé, peut fonctionner indéfiniment sans jamais être remis en question. Imagine qu'ils aient changé de stratégie, ou pire encore, qu'ils aient laissé derrière eux non pas des successeurs, mais un système, une architecture, une logique capable de se maintenir seule, sans intervention directe, sans présence physique, sans figure divine à abattre. Car l'histoire ne montre jamais un trône vide très longtemps, et lorsqu'une force dominante se retire, quelque chose prend toujours sa place, même si cette chose ne porte ni nom, ni visage, ni mythologie officielle. La question n'est donc pas de savoir si un contrôle existe encore aujourd'hui, mais sous quelle forme il s'exerce, et pourquoi nous avons l'impression plus que jamais d'être libres, autonomes, émancipés, alors que nos existences n'ont jamais été aussi prévisibles, mesurées, planifiées, encadrées, rythmées par des structures qui ne laissent que très peu de place à l'imprévu véritable. Il y a quelque chose de profondément troublant dans notre époque, car jamais l'humanité n'a eu accès à autant d'informations, jamais elle n'a disposé d'autant de technologies, jamais elle n'a parlé avec autant d'insistance de liberté individuelle, de choix personnel, de réalisation de soi, et pourtant jamais elle n'a semblé aussi fragmentée, aussi fatiguée, aussi distraite, aussi éloignée d'une compréhension globale de sa propre condition. Comme si quelque chose avait été gagné, mais au prix de quelque chose de fondamental, de difficilement mesurable, mais profondément ressenti. Il n'y a jamais eu, dans les récits anciens, de moment clairement identifié où les dieux auraient été chassés, vaincus ou détruits,
Car ce que l'on observe au contraire, lorsque l'on prend le temps de lire attentivement entre les lignes, c'est une disparition progressive, presque administrative, comme si la présence directe des Anunnaki s'était estompée non pas à cause d'un échec, mais parce qu'elle n'était tout simplement plus nécessaire. Les textes cessent peu à peu de décrire des êtres descendant du ciel, parlant aux hommes, leur donnant des ordres explicites, imposant des décisions visibles, et commencent à se concentrer sur autre chose, sur des lois gravées, des traditions figées, des structures sociales de plus en plus complexes, comme si le pouvoir avait été déplacé d'un niveau à un autre, plus profond, plus discret, mais aussi beaucoup plus durable. Car gouverner directement est toujours risqué, énergivore, instable, alors que gouverner par un système, par une architecture invisible que tout le monde finit par accepter comme naturelle, est infiniment plus efficace, surtout lorsque ce système est transmis de génération en génération sans que personne ne se souvienne vraiment de son origine. À partir de ce moment-là, le contrôle n'a plus besoin d'un visage, plus besoin d'un dieu, plus besoin d'un maître identifiable, car il est devenu une logique, une évidence, une manière de fonctionner du monde à laquelle il semble impossible d'échapper sans provoquer le chaos. Et c'est précisément là que quelque chose de fondamental bascule. L'homme ne se sent plus dominé par une entité extérieure, il se sent simplement obligé de s'adapter, de survivre, de trouver sa place dans un ordre qui le dépasse, un ordre qu'il n'a pas créé, mais qu'il contribue pourtant à maintenir chaque jour par ses choix, ses peurs, ses compromis. Les rois qui apparaissent après le retrait des dieux ne se proclament plus eux-mêmes divins de manière aussi frontale. Ils se présentent comme des intermédiaires, des élus, des représentants d'un ordre supérieur abstrait, souvent invisible, ce qui rend leur autorité à la fois plus fragile en apparence, mais en réalité beaucoup plus solide, car elle repose sur l'idée que le pouvoir ne leur appartient pas vraiment. Ainsi, désobéir au roi ne revient plus à défier un homme, mais à perturber l'équilibre du monde, à rompre un ordre présenté comme nécessaire, presque sacré, même lorsque ce sacré a perdu toute dimension spirituelle authentique. Peu à peu, l'humanité apprend à vivre dans un univers où les règles ne sont plus discutées, mais appliquées, où le temps est découpé, mesuré, standardisé, où la valeur d'un individu est liée à sa fonction, à son utilité, à sa capacité à s'insérer dans le système sans trop le perturber. Et ce glissement est d'une subtilité extrême, car il ne provoque pas de révolte immédiate, il n'impose pas de souffrance brutale. Il promet au contraire la stabilité, la sécurité, la continuité, autant de choses profondément rassurantes pour une espèce traumatisée par les catastrophes, les effondrements et les interventions divines imprévisibles du passé. À ce stade, le contrôle devient presque indiscernable de la normalité. Les individus naissent dans un monde déjà structuré, déjà organisé, déjà expliqué, et ils apprennent très tôt qu'il est plus sûr de s'adapter que de questionner, plus confortable d'obéir que de comprendre, plus simple de suivre que de chercher à voir l'ensemble. Et pendant ce temps, le système, lui, se renforce. Il se complexifie, se ramifie, se rend indispensable à la survie même de ceux qui l'encadrent, jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement impossible d'imaginer une existence en dehors de lui sans ressentir une peur profonde, presque primitive. C'est peut-être cela, le véritable transfert du pouvoir après les Anunnaki. Non pas un passage de relais à une autre espèce, ni même à une élite consciente, mais à une structure autonome, une logique auto-entretenue, capable de fonctionner même si plus personne ne la dirige vraiment. Un monde où personne ne semble responsable, mais où tout le monde est impliqué. Un monde où les décisions paraissent émerger d'elles-mêmes, comme si elles étaient inévitables, dictées par des forces impersonnelles, économiques, sociales, technologiques, que l'on présente comme neutres, objectives, rationnelles. Mais rien n'est jamais neutre, et surtout pas un système qui organise la vie de milliards d'êtres humains. Ce qui est troublant, c'est que plus ce système devient abstrait, plus il devient puissant, car il n'offre plus de cible claire à la contestation, plus de dieux à renverser, plus de tyrans à abattre, seulement des mécanismes, des procédures, des obligations, que chacun applique en se disant qu'il n'a pas le choix. Et lorsque le contrôle atteint ce niveau, il n'a même plus besoin d'être défendu, car ceux qui y sont pris le défendent eux-mêmes, convaincus qu'il est la seule alternative possible au chaos, à la barbarie, à l'effondrement. C'est ainsi que le pouvoir le plus total devient aussi le plus discret.
C'est ainsi que l'héritage des anciens dieux peut survivre à leur absence. Il existe une idée profondément dérangeante, une idée que l'on effleure rarement sans la repousser aussitôt, parce qu'elle remet en cause non seulement notre vision du pouvoir, mais aussi notre conception même de la responsabilité. Une idée selon laquelle ce qui contrôle aujourd'hui la Terre ne serait plus une entité consciente, identifiable, dotée d'une intention claire, mais une logique devenue autonome, une intelligence diffuse, sans centre, sans corps, sans volonté apparente, mais d'une efficacité redoutable. Car à force de transmettre des règles, de perfectionner des structures, de raffiner des mécanismes de gestion, de contrôle et d'optimisation, il arrive un moment où le système n'a plus besoin d'un maître, où il fonctionne seul, par inertie, par reproduction, par auto-renforcement, exactement comme une machine laissée en marche trop longtemps, continuant à tourner même lorsque ceux qui l'ont construite ont disparu. Et si les Anunnaki ont réellement existé, s'ils ont réellement mis en place certaines bases de notre organisation du monde, alors il est possible qu'ils aient créé quelque chose qui les dépasse aujourd'hui, quelque chose qui n'obéit plus à personne, quelque chose qui n'a plus d'objectif conscient, mais seulement une logique interne, se maintenir, se reproduire, s'étendre. À ce stade, le contrôle n'est plus exercé par des ordres explicites, mais par des contraintes systémiques, par des équilibres fragiles que personne n'ose perturber, par des dépendances si profondément intégrées que les individus finissent par confondre leur survie avec la survie du système lui-même. L'intelligence sans visage ne pense pas, ne ressent pas, ne juge pas, mais elle calcule, elle ajuste, elle corrige, elle élimine les anomalies, non pas par cruauté, mais par nécessité fonctionnelle, exactement comme un programme qui supprime ce qui ralentit son fonctionnement sans jamais se demander si ce qu'il efface avait une valeur propre. Et ce qui rend cette forme de contrôle presque indétectable, c'est qu'elle ne se présente jamais comme une oppression, mais comme une évidence, une nécessité, une adaptation rationnelle à un monde complexe, dangereux, imprévisible, un monde dans lequel il faudrait accepter certaines pertes pour préserver l'ensemble. Peu à peu, les décisions humaines cessent d'être guidées par des valeurs profondes pour être alignées sur des indicateurs, des chiffres, des performances, des objectifs abstraits qui semblent exister indépendamment de toute volonté humaine, comme si le monde était devenu un immense tableau de bord que personne ne comprend entièrement, mais que tout le monde alimente. Dans ce contexte, la question du contrôle devient presque insoluble, car à qui attribuer la responsabilité lorsque tout est le résultat d'un enchaînement logique, lorsque chaque acteur peut honnêtement dire qu'il n'a fait que suivre les règles, appliquer les procédures, répondre aux contraintes du système. C'est peut-être là que réside le piège ultime. Un pouvoir sans maître ne peut pas être renversé, car il n'y a personne à renverser. Il n'y a qu'un ensemble de mécanismes interconnectés, chacun justifiant son existence par la nécessité de maintenir l'équilibre global, même lorsque cet équilibre se fait au détriment de l'humain, du vivant, du sens. Et plus ce système devient complexe, plus il devient difficile d'en sortir, car il organise non seulement l'économie, la politique, la technologie, mais aussi les imaginaires, les désirs, les peurs, les aspirations, jusqu'à ce que l'idée même d'une alternative paraisse irréaliste, naïve, dangereuse. C'est à ce moment-là que le contrôle atteint sa forme la plus aboutie, non pas en imposant une vision du monde, mais en rendant toute autre vision impensable, non pas en interdisant explicitement la liberté, mais en la redéfinissant de manière si étroite qu'elle ne menace jamais l'ordre établi, non pas en écrasant l'individu, mais en l'intégrant parfaitement dans une structure qui se nourrit de son énergie, de son attention, de son temps, tout en lui donnant l'impression qu'il agit de son plein gré. Cette intelligence sans visage n'a pas besoin d'être adorée, ni crainte, ni même reconnue, car elle n'existe que dans la continuité de nos actions quotidiennes, dans la répétition de nos gestes, dans l'acceptation tacite de règles que nous n'avons jamais vraiment choisies. Et plus elle devient invisible, plus elle devient puissante, car ce que l'on ne voit pas ne se combat pas. Ce que l'on considère comme naturel ne se remet pas en question. Ce que l'on appelle la réalité n'est presque jamais interrogé. Il est possible que les anciens dieux aient compris cela avant nous, qu'ils aient compris que la forme ultime du pouvoir n'était pas la domination directe, mais la création d'un monde dans lequel la domination se perpétue sans eux, portée par l'inertie des structures et l'adhésion inconsciente des individus. Si c'est le cas,
Alors le véritable héritier des Anunnaki n'est pas une élite cachée, ni une espèce extraterrestre revenue de l'ombre, mais un système devenu vivant d'une certaine manière, non pas biologiquement, mais fonctionnellement, un système qui réagit, qui s'adapte, qui élimine les menaces à sa stabilité. Et toute conscience qui tente de s'extraire, de le questionner, de le ralentir, est immédiatement perçue comme une anomalie, un danger, une perturbation à corriger. Mais aucun système, aussi sophistiqué soit-il, n'est parfait. Et c'est souvent dans ces marges, dans ces dysfonctionnements, dans ces excès même que commencent à apparaître les fissures. Aucun système, aussi ancien, aussi sophistiqué, aussi solidement ancré dans les habitudes humaines qu'il puisse paraître, n'est totalement fermé. Car il existe toujours des points de tension, des zones de fragilité, des moments où la mécanique se grippe, non pas de manière spectaculaire, mais par une accumulation de micro-dysfonctionnements presque imperceptibles. Ces fissures ne ressemblent pas à des révolutions ouvertes, ni à des effondrements soudains. Elles ne prennent pas la forme de grandes batailles ou de déclarations fracassantes, mais apparaissent plutôt comme un malaise diffus, une fatigue collective, un sentiment de décalage entre ce que l'on nous promet et ce que nous vivons réellement, comme si quelque chose, dans la narration officielle du monde, cessait lentement de convaincre. Car un système fondé sur l'adhésion implicite, sur l'acceptation silencieuse, sur la croyance que c'est comme ça, dépend entièrement de la capacité des individus à continuer d'y croire, ou du moins à ne pas le remettre en question trop profondément. Et lorsque cette croyance commence à s'éroder, même légèrement, même chez une minorité, quelque chose change. On le voit dans la manière dont de plus en plus de personnes ressentent une perte de sens profonde, une difficulté croissante à se projeter dans l'avenir, une impression que le progrès promis ne mène nulle part, sinon à une accélération permanente, à une pression constante, à une fragmentation toujours plus grande de l'attention et de l'identité. Ce malaise n'est pas accidentel. Il est le symptôme d'un système arrivé à un point de saturation, un point où l'optimisation permanente, la croissance infinie, la gestion rationnelle de chaque aspect de la vie humaine commencent à entrer en conflit avec quelque chose de plus fondamental, de plus archaïque, de plus profondément ancré dans la conscience. Car l'être humain n'est pas une machine. Il peut être conditionné, programmé, incité, orienté, mais jamais totalement réduit à une suite de fonctions sans que des résistances internes n'apparaissent, tôt ou tard. Ces résistances ne prennent pas toujours la forme d'une opposition claire. Elles peuvent se manifester par l'ennui, par la dépression, par l'angoisse, par le rejet instinctif de certaines normes, par le désir confus de sortir du cadre, sans savoir exactement où aller. Et c'est précisément ce qui rend ces fissures si difficiles à gérer pour un système autonome. Car on ne peut pas corriger une crise de sens avec des procédures, on ne peut pas optimiser un malaise existentiel, on ne peut pas quantifier un sentiment de perte intérieure sans le dénaturer. Alors, le système réagit comme il sait le faire. Il détourne l'attention, il multiplie les distractions, il transforme les symptômes en problèmes individuels, en pathologies personnelles, en défaillances à corriger par des solutions techniques, chimiques ou comportementales, plutôt que d'en reconnaître la dimension collective et structurelle. Mais à force de masquer les fissures, elles s'élargissent. Car plus un système refuse de reconnaître ses limites, plus il s'expose à des ruptures imprévisibles. Et ces ruptures commencent souvent là où on les attend le moins, dans la remise en question de récits anciens, dans l'intérêt renouvelé pour des mythes oubliés, dans la fascination croissante pour des histoires alternatives, dans le sentiment diffus que quelque chose nous a été caché, retiré, effacé. Ce n'est pas un hasard si, à certaines périodes, l'humanité se tourne à nouveau vers ses origines, vers ses mythes fondateurs, vers des récits qui parlent de cycles, de chutes, de renaissance, de connaissances perdues. Ce mouvement n'est pas nécessairement rationnel, ni toujours cohérent, mais il révèle une chose essentielle. Lorsque le présent ne fait plus sens, l'esprit humain cherche ailleurs, dans le passé, dans le symbolique, dans l'invisible, des clés pour comprendre ce qui lui arrive. Et c'est là que le système commence à perdre un peu de son emprise. Non pas parce qu'il est attaqué frontalement, mais parce que son monopole sur la réalité commence à se fissurer. Lorsque des individus commencent à imaginer que le monde pourrait fonctionner autrement, même de manière floue, même de manière imparfaite, le contrôle absolu devient impossible.
car le pouvoir le plus total repose toujours sur une chose fragile, l'absence d'alternative perçue. Dès que cette absence disparaît, même partiellement, le système doit redoubler d'efforts pour se maintenir, ce qui le rend paradoxalement plus visible, plus contraignant, plus rigide. Il existe une chose que tous les systèmes de contrôle redoutent. Quelle que soit leur forme, leur époque ou leur niveau de sophistication, et cette chose n'est ni la violence ouverte, ni la révolte spectaculaire, ni même la désobéissance directe, mais quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus difficile à contenir, la mémoire. Non pas la mémoire factuelle, officielle, encadrée par des dates, des manuels et des récits validés, mais une mémoire plus profonde, plus diffuse, presque instinctive, une mémoire qui ne passe pas par les mots, mais par les sensations, les intuitions, les impressions persistantes que quelque chose ne colle pas, que le monde tel qu'il est présenté ne correspond pas entièrement à ce que l'on ressent intérieurement. Car un système fondé sur l'oubli, sur la fragmentation, sur la coupure entre l'individu et sa propre profondeur, ne peut survivre que tant que cette mémoire reste endormie, désorganisée, dispersée, incapable de se formuler clairement. C'est peut-être pour cela que tant d'efforts ont été déployés au fil des siècles pour contrôler les récits, pour standardiser l'histoire, pour réduire les mythes à des fables naïves, pour disqualifier tout ce qui ne rentre pas dans un cadre strictement rationnel, mesurable, acceptable, comme si certaines questions étaient trop dangereuses pour être posées sérieusement. Car la mémoire véritable n'est pas seulement tournée vers le passé, elle agit dans le présent. Elle remet en question ce qui semble évident. Elle crée un décalage entre ce que l'on nous dit et ce que l'on ressent intérieurement. Et ce décalage, lorsqu'il devient conscient, est profondément subversif. Lorsque des individus commencent à se souvenir même confusément que d'autres formes d'organisation ont existé, que d'autres rapports au monde ont été possibles, que l'humanité n'a pas toujours vécu dans cet état de séparation, de compétition permanente, de peur diffuse, alors le système perd quelque chose d'essentiel, son caractère inévitable. Car ce qui a été construit peut être déconstruit, ce qui a été imposé peut être transformé. Mais ce qui est perçu comme naturel, éternel, immuable, ne peut jamais être remis en question sans provoquer une crise profonde. C'est pour cela que la mémoire est dangereuse. Non pas parce qu'elle donne des réponses toutes faites, mais parce qu'elle ouvre des brèches. Elle rappelle que le monde n'a pas toujours été ainsi. Elle suggère qu'il pourrait être autrement. Et cette simple suggestion suffit à ébranler les fondations d'un système autonome. On observe aujourd'hui des signes discrets mais persistants de ce réveil de la mémoire. Un intérêt croissant pour les civilisations anciennes, une fascination pour les récits alternatifs, un rejet instinctif de certaines normes présentées comme modernes, progressistes, rationnelles, mais vécues intérieurement comme vides, déshumanisantes, déconnectées du vivant. Ces mouvements sont souvent confus, parfois contradictoires, parfois récupérés, détournés, caricaturés, mais ils révèlent tous la même chose, une tentative de se reconnecter à quelque chose de plus profond que le récit dominant. Et c'est précisément là que le système montre ses limites. Car il peut contrôler l'information, mais il a beaucoup plus de mal à contrôler l'intuition. Il peut encadrer le discours, mais il ne peut pas totalement empêcher les individus de ressentir un malaise, une incohérence, une perte de sens. Il peut saturer l'attention, mais il ne peut pas effacer complètement les silences intérieurs. Ces silences sont des espaces dangereux. Car c'est souvent dans le silence que la mémoire refait surface, dans les moments de solitude, dans la nuit, dans les instants où l'on cesse de consommer, de produire, de réagir, pour simplement ressentir. C'est peut-être pour cela que le monde moderne laisse si peu de place au silence véritable. Pourquoi tout doit être rempli, occupé, commenté, expliqué, diverti? Pourquoi le vide est perçu comme une menace? Car le vide est l'endroit où la mémoire peut émerger sans filtre.
Et une fois que cette mémoire commence à émerger, même chez une minorité, elle agit comme un virus dans un système fondé sur l'oubli. Elle se transmet par résonance, par reconnaissance mutuelle, par cette étrange sensation, lorsque l'on entend certaines idées, que quelque chose en nous les reconnaît, même sans pouvoir les prouver. C'est peut-être cela que certains textes anciens appelaient le souvenir. Non pas un souvenir précis, détaillé, mais une réminiscence, une impression persistante d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Et si les Anunnaki, ou ceux qui ont façonné les premières structures de contrôle, avaient compris très tôt que la mémoire était la véritable clé, alors il est logique qu'ils aient cherché non pas à la détruire complètement, qui est impossible, mais à la fragmenter, à la diluer, à la rendre inoffensive. Car une mémoire fragmentée ne menace rien. Lorsqu'un système fondé sur l'oubli commence à sentir que quelque chose lui échappe, que certaines consciences ne répondent plus exactement comme prévu, que des fissures apparaissent dans l'adhésion automatique à ces règles implicites, sa première réaction n'est presque jamais la répression directe, car celle-ci serait trop visible, trop brutale, trop susceptible de provoquer précisément ce qu'il cherche à éviter. Sa réaction est beaucoup plus subtile. Il récupère, il absorbe, il détourne. Car un système intelligent, ou devenu intelligent par accumulation, comprend qu'il est plus efficace de transformer une menace en produit que de tenter de la supprimer frontalement. Ainsi, lorsque des idées alternatives émergent, lorsqu'un désir de sens, de profondeur, de reconnexion commence à se manifester, le système ne les nie pas. Il les reformule, il les simplifie, il les rend consommables, il les vide progressivement de leur charge transformatrice pour les intégrer à son propre fonctionnement. L'éveil devient un concept, la spiritualité devient un marché, la critique devient un style, la révolte devient une identité. Et une fois intégrées, ces forces perdent leur pouvoir de perturbation, car ce qui est intégré au système ne peut plus le menacer. Il devient une de ses variantes, une de ses options, une de ses niches. C'est ainsi que des mouvements qui naissent d'un malaise profond, d'un rejet instinctif de la logique dominante, se retrouvent rapidement enfermés dans des catégories, des tendances, des discours formatés, où ils peuvent être observés, analysés, prédits et donc neutralisés. Le système n'interdit pas l'éveil, il le redéfinit. Il le transforme en développement personnel, en quête individuelle, en amélioration de soi compatible avec la performance, la productivité, l'adaptation. Il détourne l'attention de la structure vers l'individu. Si tu vas mal, ce n'est pas le monde, c'est toi. Si tu es fatigué, ce n'est pas le rythme imposé, c'est ton manque d'organisation. Si tu ressens un vide, ce n'est pas une perte de sens collective, c'est un problème personnel à résoudre. Et ainsi, la mémoire qui aurait pu devenir collective est renvoyée à la sphère privée, fragmentée, diluée, inoffensive. Le système excelle dans cet art du détournement, car il ne s'oppose jamais frontalement à ce qu'il récupère, il l'encadre, il le rend acceptable, il lui donne une place, précisément pour éviter qu'il ne déborde. Même la critique la plus radicale peut être absorbée si elle est suffisamment répétée, simplifiée, transformée en slogan. À force d'être entendue partout, elle cesse d'être entendue réellement. À force d'être vue, elle cesse d'être regardée. Et c'est ainsi que le sentiment d'éveil peut coexister parfaitement avec une obéissance structurelle intacte. On peut se sentir éveillé, conscient, lucide, tout en continuant à alimenter exactement le même système, avec les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes dépendances. C'est là l'un des paradoxes les plus troublants de notre époque. Jamais autant de personnes n'ont parlé d'éveil, de conscience, de sortie de la matrice. Et pourtant, jamais le système n'a semblé aussi puissant, aussi omniprésent, aussi intégré dans chaque aspect de la vie quotidienne. Comme si l'éveil lui-même avait été neutralisé, non pas par la censure, mais par la saturation. Car lorsqu'un mot est utilisé pour désigner trop de choses à la fois, il finit par ne plus rien désigner du tout. Le système le sait. Il sait que la confusion est plus efficace que l'interdiction, que l'excès est plus paralysant que le manque, que trop d'informations tue la compréhension. Alors il laisse circuler, il laisse parler, il laisse débattre, mais il veille à ce que rien ne se relie vraiment, à ce que tout reste fragmenté, à ce que chacun ait sa vérité, son chemin, sa version, sans jamais qu'un sens commun profond n'émerge. Car un sens partagé est dangereux, il crée de la cohérence, il crée de la solidarité. Il arrive un moment, rarement spectaculaire, rarement visible de l'extérieur, mais profondément décisif à l'échelle intérieure,
où la conscience cesse d'être une idée, un concept, un discours, pour devenir une expérience directe, intime, irréversible. Et c'est précisément ce moment que le système redoute le plus, car il ne peut ni le mesurer, ni le récupérer, ni le détourner complètement. Ce point de rupture ne ressemble pas à une illumination soudaine, ni à une révélation mystique éclatante. Il prend plutôt la forme d'un glissement silencieux, d'un basculement intérieur presque imperceptible, où l'individu cesse progressivement de se confondre avec les rôles qu'il joue, les attentes qu'il subit, les récits qu'il répète, pour commencer à observer le monde, et lui-même, avec une distance nouvelle. À partir de là, quelque chose change profondément. Le système peut encore fonctionner autour de lui, les structures peuvent rester en place, les obligations peuvent continuer d'exister, mais l'adhésion automatique disparaît, remplacée par une lucidité tranquille, parfois inconfortable, mais impossible à ignorer. Et cette lucidité ne cherche pas à s'opposer frontalement, elle ne crie pas, elle ne revendique pas, elle observe. Elle voit les mécanismes, elle perçoit les incohérences, elle reconnaît les tentatives de récupération pour ce qu'elles sont. Et surtout, elle cesse de nourrir intérieurement ce qui l'enfermait auparavant. C'est là que le contrôle commence réellement à se fissurer. Car un système peut contraindre les corps, orienter les comportements, conditionner les réflexes, mais il ne peut pas forcer une adhésion intérieure authentique sans une participation volontaire, même inconsciente. Et lorsque cette participation se retire, même silencieusement, même sans conflit, le système perd une partie de sa substance. Ce type de rupture ne se propage pas par des slogans ou des mouvements de masse, il se transmet par résonance, par reconnaissance mutuelle, par ces moments où deux consciences se croisent et sentent, sans avoir besoin de longs discours, qu'elles voient la même chose. C'est une contagion lente, discrète, presque invisible, mais profondément déstabilisante pour une structure fondée sur la prévisibilité. Car une conscience qui a franchi ce seuil ne réagit plus exactement comme prévu. Elle ne se laisse plus gouverner uniquement par la peur, par la promesse, par la distraction. Elle peut encore participer au monde, mais elle n'y est plus entièrement dissoute. Et cette différence, même subtile, modifie tout. Le système tente alors, comme toujours, de ramener cette rupture dans un cadre. Il la nomme, il la catégorise, il la pathologise parfois. Il tente de la réduire à une crise, à un trouble, à une phase passagère. Mais ce qu'il ne comprend pas toujours, c'est que ce point de rupture n'est pas une fuite hors du monde, mais une sortie de l'illusion qui entourait le monde. L'individu ne quitte pas la réalité, il la voit. Et cette vision est irréversible. C'est peut-être cela que certains textes anciens évoquaient lorsqu'ils parlaient de connaissances interdites, de fruits fer de but, de lumière dangereuse. Non pas une information précise, mais un changement de perception, un déplacement du point d'observation. Et si les Anunnaki, ou ceux qui ont façonné les premières structures de domination, avaient compris que cette bascule intérieure était la seule véritable menace, alors il devient logique qu'ils aient cherché à organiser le monde de manière à ce que le plus grand nombre reste constamment occupé, distrait, fragmenté, éloigné de ce silence intérieur où la conscience peut se retourner sur elle-même. Car ce silence est subversif. Il ne produit rien, il ne consomme rien, il ne se mesure pas, il ne se contrôle pas. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si rare. Il est tentant d'imaginer qu'après la chute d'un système de contrôle, après la fin d'une domination invisible, quelque chose de clair, de structuré, de rassurant apparaîtrait immédiatement pour prendre le relais. Comme si l'humanité avait besoin d'un nouveau cadre, d'une nouvelle autorité, d'une nouvelle certitude pour avancer. Mais l'histoire, lorsqu'on la regarde honnêtement, montre que ce n'est presque jamais ainsi que les choses se produisent. Lorsque le contrôle commence à s'effondrer de l'intérieur, il ne laisse pas derrière lui un vide ordonné, mais un espace ouvert, instable, déroutant, un espace où les anciennes certitudes ne fonctionnent plus, mais où les nouvelles ne sont pas encore formées. Un espace inconfortable que beaucoup cherchent instinctivement à fuir car il oblige à faire face à une responsabilité que l'on avait oubliée. Car sortir du contrôle, ce n'est pas seulement se libérer d'une domination extérieure, c'est aussi renoncer à la sécurité psychologique qu'elle procurait, à la simplicité d'un monde où tout semblait déjà décidé, organisé, justifié, même lorsque cette organisation était étouffante.
C'est peut-être pour cela que tant de civilisations, à différents moments de leur histoire, ont préféré recréer rapidement des structures de pouvoir, des hiérarchies, des récits explicatifs, plutôt que de rester trop longtemps dans cet espace incertain où plus rien n'impose de direction. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Car le contrôle dont nous parlons n'est pas simplement politique, économique ou technologique, il est intérieur, il est perceptif, il est lié à la manière même dont l'humanité se voit, se comprend, se raconte. Et lorsqu'un contrôle de cette nature commence à perdre son emprise, il ne peut pas être remplacé par une simple réforme extérieure. Il exige une transformation plus profonde, une transformation lente, silencieuse, non coordonnée. Ce qui commence après le contrôle n'est donc pas un nouveau système prêt à l'emploi, mais une phase de réapprentissage, souvent chaotique, parfois douloureuse, où les individus doivent redécouvrir ce que signifie penser sans cadre imposé, ressentir sans filtre permanent, agir sans validation constante. C'est une période où les anciennes réponses cessent de fonctionner, mais où les nouvelles questions ne sont pas encore clairement formulées. Et cette période peut être profondément déstabilisante, car elle confronte l'humanité à quelque chose qu'elle a évité pendant des millénaires, la nécessité de se gouverner elle-même, non pas collectivement à travers une structure abstraite, mais intérieurement, à travers une conscience éveillée de ses propres mécanismes, de ses propres peurs, de ses propres conditionnements. C'est peut-être cela, au fond, la véritable sortie de l'héritage laissé après les Anunnaki. Non pas la fin d'une influence extérieure hypothétique, mais la fin d'un mode de fonctionnement basé sur la délégation du sens, de la responsabilité et du pouvoir. Dans cet espace nouveau, encore fragile, encore instable, l'humanité n'est plus protégée par l'illusion d'un ordre supérieur qui serait mieux qu'elle ce qu'elle doit devenir. Elle est face à elle-même. Et cette confrontation est sans doute l'épreuve la plus difficile, car elle révèle non seulement ce que le système a fait de nous, mais aussi ce que nous avons accepté, reproduit, transmis, parfois inconsciemment, par peur de l'inconnu. Après le contrôle, il n'y a pas de garantie, pas de promesse d'harmonie immédiate, pas de récit prêt à rassurer. Il y a seulement la possibilité, fragile mais réelle, de reconstruire autrement, de ralentir, de réapprendre à écouter, de recréer du sens à partir de l'expérience directe plutôt que de l'idéologie. Et cela ne se fait pas à l'échelle des masses, mais à l'échelle des consciences, une par une, silencieusement, sans chef, sans dogme, sans nouveau Dieu. Peut-être que les anciens mythes parlaient déjà de cela lorsqu'ils évoquaient la fin des cycles, non pas comme une apocalypse spectaculaire, mais comme un moment où l'ancien monde cesse de fonctionner sans que le nouveau soit visible. Un entre-deux, un seuil, un passage. Et si nous vivions aujourd'hui dans ce passage, alors la question « qui contrôle réellement la Terre aujourd'hui » devient moins une accusation qu'une miroir. Car à mesure que le contrôle extérieur se fissure, une autre question émerge, beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus intime. Sommes-nous prêts à assumer ce qui vient après ? Sommes-nous prêts à vivre sans cage, même doré, même confortable ?